motion picture screen explodes with unprecedented power as the two masters of imagination, Jules Verne and Walt Disney, join to bring you a shattering new experience in entertainment. Read by countless millions, translated into 18 languages, this classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger. Four great stars give the spark of life to its leading characters in a series of inspirational performances. Kirk Douglas as the master harpooner, Ned Land. Got a whale of a tale to tell you, lads, a whale of a tale or two, about the flatland fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true, I swear by my tattoo. James Mason as Captain Nemo, who held the destiny of the world in his hands. The real story of the ocean depths begins where you left off. Wonders that defy my powers of description. The secrets that are mine alone. Paul Lucas as Professor Aronnax of the Paris Institute. I asked you to leave, Professor. You also asked me ashore to show me man's inhumanity to man. Why? To justify this, you are not only a murderer, you are a hypocrite. The proof lies out there. You call that murder? Peter Lorre as Conseil. Sure we're friends. Go ahead, hit me. Hmm? Hit me. You mean that? Sure, go ahead, you can't miss it. Now we are friends. The most vivid scenes from the novel become unforgettable on the screen. The luxurious interior of the submarine, the revelation of the hidden mysteries of the deep. We do our hunting and farming here. Underwater? The sea supplies all my wants. The mighty harvests of the ocean kingdom. And the strange creatures that menace the intruders on the ocean floor. And after a safe return, the memorable dinner party. It's remarkable. This tastes like veal. The flavor deceives you. That is fillet of sea snake. I guess this isn't lamb, then. That is brisket of blowfish with sea squirt dressing, basted in barnacles. What is it? It's a recipe of my own. Sauté of unborn octopus. And to stay in your memory as the most thrilling sequence ever photographed in motion picture history, the terrifying battle with the giant squid. On peut dire que là, le décor est posé. Donc maintenant, j'invite sur scène Guillaume Mallory, directeur éditorial pour l'histoire du groupe Perdriel. Une position un peu radicale sur le Capitaine Nemo, à toi de jouer. Et après, je pense qu'il va y avoir un débat intéressant avec Sylvain Vénère sur la psychologie du Capitaine Nemo. À vous de jouer. Oui, en fait, moi pardon, ça marche, hein, ouais. Quand Dominique m'a parlé de ce projet, moi, ça renvoyait à un malaise, 20 milieux sous les mers, un malaise épouvantable. C'est-à-dire que le héros était un type parfaitement détestable. C'est un type quand même qui coule des bateaux, qui est extrêmement désagréable, qui est atrabilaire, qui est un personnage tout sauf sympathique, et en plus qui est suicidaire, qui n'aime personne. Et donc, on se dit comment le héros
comment le héros est un anti-héros, et pourtant c'est le héros, et ça reste le héros de 20 milieux sous les mers. Et ça reste le héros aujourd'hui dans tous les recyclages que l'on fait, etc. Et le vrai héros, et d'ailleurs on le voit très bien ici, le vrai héros, c'est un peu le Sganarelle de 20 milieux sous les mers, c'est-à-dire c'est Kirk Douglas, c'est Ned le harponneur. Lui, il est vivant, il est content, c'est vrai, il pollue à mort, il tue les baleines les unes après les autres, mais il est jovial, il a la vie en lui. Et d'ailleurs, j'ai marqué quelque part, parce que j'ai cherché le mot rire à l'intérieur, l'item rire à l'intérieur de 20 milieux sous les mers. J'ai trouvé 3 fois. Et 3 fois, jamais sur les lèvres de notre camarade Nemo. Voilà. Donc ça, c'est pour poser le point. On est très loin de l'idée, par exemple, que le Clésio dessine de Nemo, qui est une vision un peu ulyssienne, enfin voilà, irénique. Voilà. C'est derrière, il y a ce personnage qui trouble et sur lequel Jules Verne a joué, et a joué de manière déterminée, comme on va le voir. C'est lui qui a programmé ce profil extrêmement inquiétant. En même temps, c'est ça qui me semblait intéressant, c'est qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, cette inquiétude, ce caractère inquiet, ce caractère, qu'en dirais-je, radical de Nemo, je trouve, parle à la radicalisation actuelle dans le monde environnemental. Voilà. C'est ça que je voulais essayer de mettre en musique. Naturellement, je force le trait, vous l'imaginez. Alors, oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Sylvain, c'est le fait que c'est ce anti-héros qu'on présente dans la distribution des prix dans l'école primaire et dans l'école secondaire. C'est cette question-là qui me tarabuste. Alors, en réalité, quand on regarde bien dans la littérature de ce siècle-là, Nemo ressemble beaucoup plus à un autre héros du même type qui a épousé la mer, qui a épousé les forces de la nature. C'est Achab de Melville. Il lui ressemble beaucoup dans cette espèce de fascination, dans cette espèce de volonté de maîtriser, cette fascination et à la fin cette destruction. Alors, première, il faut que je marque les petits machins, donc j'avais choisi comme entrée là, pour bien marquer le fait que quand même, d'entrée, vous l'avez vu dans la reprise du film de Disney, quoi. Je veux dire, d'entrée, c'est un naufrageur, Nemo. Hein. Je veux dire, il hante les mers et il coule les bateaux. Et il regarde, Verne le dit à un certain moment, il regarde avec une certaine jubilation les gens se noyer. Il n'est pas dans une tragédie empathique, hein, il est dans une tragédie qu'il maîtrise. Il faut savoir aussi que au préalable, Nemo avait développé son Nautilus, naturellement dans l'esprit de Jules Verne, dans un atelier qu'il brûle intégralement, ouvrier compris, avant de récupérer son bateau. Enfin bref, Nemo, si on le présente aujourd'hui, si on le peint en vert, on en fait un écologiste bon teint, etc., en fait, c'est pas du tout un gentil babacool du Larzac. Il n'est pas du tout précurseur d'héros type Marvel, sauveur de l'humanité, de type Batman, Spider-Man ou Captain America. Jules Verne ne lui connaît d'ailleurs ni ami, ni femme, postérieurement à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire sa vie antérieure supposée en Inde, ni élan affectif, ni empathie particulière pour le genre humain. En revanche, Nemo a tout du profil sec et obtus des idéologues. L'ingénieur Nemo proclame, stipule, affirme, assène, prophétise un monde mécanique en équation, une sorte de chimie verte où l'homme n'est qu'une construction moléculaire parmi d'autres, tout juste à égalité avec les crabes et les pieuvres. Nemo ne doute jamais, dans ses discussions avec le professeur Aronnax, qui est d'ailleurs tout le temps bouche bée, il se révolte de temps en temps, le brave professeur, mais il est tellement fasciné par le caractère technolâtre du personnage que il s'incline. Nemo ne doute jamais, il ne rentre dans aucun échange. Indice de la très haute teneur, c'est ce que je disais, de sa dérive paranoïaque, c'est l'absence de rire. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne le trouvait que mentionné 3 fois et jamais sur les lèvres de Nemo. Le personnage, en fait, qui ressort, alors ça, c'est le feu qui a détruit toute trace du passage de la construction le personnage solaire, c'est Ned le harponneur. Voilà. Et il l'est dans le film, mais il est dans le livre. Il l'est dans le livre.
J'ai employé le mot sganarelle parce que pour moi, c'est ça. Il a un côté bon sens, quoi. C'est le personnage positif du roman. Il fait assaut de bon sens. Et c'est quand même lui qui plaide pour l'exfiltration des otages là, à l'extérieur pour sortir de l'apocalypse auquel promet Nemo. Alors après, les comparaisons, on peut les faire, on peut filer la comparaison en permanence. Bon, on voit Nemo qui joue de l'orgue dans l'immense cathédrale qui s'est construite à l'intérieur. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il joue, il ne précise pas, Jules Verne, c'est une musique extraordinaire, océanique, etc. Alors que, vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, Ned, lui, joue du banjo ou de la guitare, je ne sais pas quoi, mais je crois que c'est du banjo. Et lui, c'est un plaisir. Il y a une chanson, il y a des mots, il y a une musique. Ned, c'est donc à la fois le pollueur basique, pour qui les fins de mois l'emportent sur la fin de la planète, et le bon sens et la joie de vivre. Enfin, l'universitaire joue, lui, les idiots utiles dans ce trio. Une science sans beaucoup de capacité critique. Moi, ça m'a vraiment fasciné dans les dialogues qu'il a avec Nemo, le professeur Aronnax. Et cette dimension, ne croyez pas que c'est moi qui en rajoute ou moi qui interprète. C'est la volonté de Jules Verne. Jules Verne, dans le portrait de Nemo, c'est quand même son géniteur, il définit ainsi sa créature. Un terrible justicier, un véritable archange de la haine. Un véritable archange de la haine. Donc, voilà. Dans la suite, alors on l'évoquait aussi, dans la suite de 20 milieux sous les mers, l'île mystérieuse, où Nemo ressuscite, et finalement où là, il y a une tentative de Jules Verne de le réhumaniser. Mais enfin, le réhumaniser, en fait, on voit un inquisiteur, qui reste un inquisiteur. Voilà la citation exacte. « J'étais dans la justice », pour rendre compte de ce qu'il a fait. « J'étais dans la justice et dans le droit. J'ai fait partout le bien que j'ai pu et aussi le mal que j'ai dû. Toute justice n'est pas dans le pardon. » Aucun remords, aucun doute. La vérité, c'est que Nemo est sans doute... Alors, vous me direz, j'enfonce vraiment le clou dans la comparaison, mais j'y vais. La vérité, c'est que Nemo est sans doute le premier militant écologiste radical. On verra qu'il y a un côté écologiste, j'en parlais à la fin, qui, dans les arcanes des abysses abessins, a inauguré une espèce de ZAD, zone à défendre, mais XXL. C'est 70% de la surface de la Terre qui est recouverte des océans. Et là, Nemo, sous l'eau et en petit comité, a construit, pour faire face à l'urgence écocide, et grâce à ses connaissances scientifiques, qui sont énormes, un monde alternatif à celui du réel, monde alternatif à celui du réel, le réel, qui se désagrège en surface. Ce monde réel, il le hait, il le vomit, il le quitte, il le laisse mourir et il le dynamite. C'est dès 1868, c'est pour ça que j'insiste lourdement, c'est dès 1871, je crois que c'est 1871, l'apparition de 69-70, l'apparition de 20 milieux sous les mers, c'est dès 1868, soit 3 ans avant la publication de 20 milieux sous les mers, que Jules Verne dessine les contours de l'univers de rupture de Nemo. C'est une contre-société, une sorte d'avant-garde, une sorte de secte, comme on veut, dont Nemo est un espèce de souverain, un leader, un gourou. Seul compte alors le face-à-face de Nemo avec la nature, avec un N majuscule. Les autres hommes ne sont plus que des expressions parmi d'autres. Pire, leur complaisance la plus dangereuse, la plus destructrice, prédatrice, carnivore. Vous verrez qu'ils ne mangent que des salades et des poissons véritablement triés et toujours en respectant les équilibres nécessaires. La citation que j'ai mis là, de Jules Verne, lisez-la bien, je la lis, 28 mars 68, à Hetzel. « Il m'est venu une bonne idée qui naît bien du sujet. Il faut que cet inconnu, Nemo, n'ait plus aucun rapport avec l'humanité, dont il s'est séparé. Il n'est plus sur Terre, il se passe de la Terre, la mer lui suffit. Mais il faut qu'elle lui fournisse tout, vêtements, nourriture. Les continents, les îles viendraient à disparaître, qu'il vivrait tout comme, et je vous prie de croire que son arche, c'est marrant ça, serait mieux installée que celle de Noé. Je crois que cette situation absolue donnera beaucoup de relief à l'ouvrage. » C'est encore ce que Nemo explique au brave professeur français Aronnax. Il ne saisit rien, mais alors rien du programme de rupture de Nemo, et est littéralement voûté. Voilà ce qu'il lui dit. Là est la suprême tranquillité, là dans les abysses, là entre nous.
explique Nemo, la mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, les despotes, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, transporter toutes les horreurs terrestres, mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur pouvoir disparaît. Allez, monsieur, vivez, vivez au sein des mers, là seulement est l'indépendance, là je ne reconnais pas de maître, là je suis libre. Une liberté, d'accord, mais purgée de l'humanité des bourrins, des ignorantins, enfin bref, de la populace, à vrai dire, de toute l'espèce humaine, si on regarde bien, qui est vouée à la damnation et aux punitions, parce qu'il faut qu'il paye. La liberté de Nemo n'est donc pas d'exercice collectif, hein. Il ne cherche pas une espèce d'émancipation, mais élitiste. Et d'une certaine manière, la comparaison avec Noé est assez amusante, parce que j'ai été regarder, Nemo est comme Noé et son arche qui emmène sa femme, ses 3 fils et leurs épouses, mais c'est tout. Le reste de l'humanité, il les laisse se noyer. Noé sauve, lui, sa descendance, plus ses animaux, mais laisse ses autres frères humains se noyer. Alors, cette idée-là, elle est corroborée par une vierniste, qui s'appelle d'ailleurs Madame Vierne, sur l'élitisme de Verne, qui est assez bien vue. Elle dit, Simone Vierne, Jules Verne n'est pas l'optimiste que l'on dépeint généralement. Parce que généralement, on voit ça, on voit un optimiste, on voit quelqu'un qui se réconcilie grâce à la technique, etc. Comme le prouve le premier roman, alors elle dit, comme le prouve le premier roman qu'avait refusé l'éditeur retrouvé et publié en 1995, Paris au XXe siècle, un bouquin qui avait été vraiment interdit par Hetzel de publication, seul un petit groupe d'élite est capable de vivre une aventure aux accents initiatiques. Donc on découvre quelque chose quand même d'un petit peu plus complexe que cet héros, si vous voulez, que l'on vend d'habitude. Donc ça, on a là une contradiction qui naît, que l'on ne voit pas immédiatement et qu'on va voir, qui a été évoquée pour le colonial, entre Verne et son éditeur. Simone Vierne souligne d'ailleurs fortement qu'il faut distinguer, en effet, le pessimisme profond de la nature humaine de Verne et son éditeur Hetzel, qu'elle caractérise comme un humaniste laïque qui croit au progrès de l'humanité. Donc la liberté professée par Nemo est une sorte de liberté de laboratoire, féconde, puissamment visionnaire, c'est incontestable, mais sous cloche, sécessionniste de l'histoire humaine. Et c'est là que je voulais en venir, et c'est là où je tords encore, où finalement je force encore le trait. En ce sens, Jules Verne participe de la doctrine de ce qu'on appelle aujourd'hui la deep écologie. La deep écologie, c'est l'écologie profonde ou écologie radicale. Alors il y a plusieurs courants, etc., mais je ne vais pas faire une exégèse. Celle qui ne retient plus forcément l'homme et les besoins humains comme la finalité première du combat environnemental. C'est une écologie qui ne parle plus seulement de la nature comme ressource à préserver pour l'homme, pour les hommes, mais comme norme supérieure qui met sur un même pied d'égalité l'homme et les espèces animales et végétales, c'est l'antispécisme, et toutes les formes naturelles du vivant. De proche en proche, c'est une sorte de théologie de la nature, matinée d'animisme, qui chasse, ou qui refoule, ou qui minore l'humanisme du XVIIIe siècle. C'est donc c'est ça qui est intéressant. C'est cette anticipation chez Verne, enfin si on fait cette lecture de Verne, ou du moins de 20 milieux sous les mers et de Nemo, c'est l'anticipation des problématiques portées aujourd'hui par quelqu'un comme Philippe Descola, qui mettent en cause la séparation hiérarchique entre d'un côté la nature et de l'autre côté la culture. Pour eux, tout ça s'équivaut. Ces auteurs rejettent l'asservissement de la nature par la culture humaine, une nature qui, à leurs yeux, devrait conquérir ou reconquérir des droits en tant que tels, s'émanciper, produire des personnalités juridiques, la forêt, un lac, pour se défendre devant les tribunaux face aux attaques humaines. Ne pensez pas que là je fasse de l'ironie, c'est quand même des avancées problématiques extrêmement intéressantes. Le génie de Jules Verne, c'est qu'il semble anticiper de beaucoup les contours de cette radicalité écologique contemporaine, qui est à la mesure, effectivement, du désarroi généré par l'actuel délitement climatique. Une radicalité qui, comme l'on sait, incrimine les pollueurs, les émetteurs de CO2, mais aussi une brochette d'autres coupables. Et c'est là où, là je vais encore forcer le trait un petit coup, c'est là où on voit que, si on regarde de très près, Nemo et donc Jules Verne seraient sans doute
la première manifestation de l'approche qui est baptisée aujourd'hui intersectionnelle, une sorte de convergence des victimes de la domination et de la ségrégation sociale à l'origine, ou supposément à l'origine, ou complices des désastres environnementaux. À commencer, ça a été souligné par Sylvain, par le mouvement décolonial. Car Nemo nous explique que Jules Verne est à l'origine un prince indien, martyr de l'Occident, de l'Angleterre. Nemo, alias le prince Dakar, qui après l'écrasement de la mutinerie des soldats Sipahi, j'y reviens pas, perd sa femme et ses 2 enfants, et voue une vengeance et une haine absolument totale. Nemo fuit, se retire dans une île de l'océan, je n'ai jamais compris où c'était, c'était à Nantucket ou ailleurs, bon, et construit sa vengeance. Ce qui est amusant, c'est qu'au départ, Jules Verne, comme ça a été rappelé, avait pensé à un prince polonais, spolié par les Russes, voilà, mais pour identifier Nemo. Mais il y avait aussi la guerre de Crimée qui était passée par là, et puis la réconciliation entre les Russes et les Français. Et du coup, Hetzel a imposé pour que soit incriminé le seul grand rival colonial britannique. J'avais une citation de Sylvain Vénère, mais je ne la donne pas. Mais ici, je la donnais quand même parce qu'elle va bien dans le courant de la démonstration. Donc c'est dans son livre « Les guerres lointaines de la paix », le dernier chapitre qui est consacré à Jules Verne. Finalement vaincu par les Britanniques, le capitaine du Nautilus aidait désormais tous les peuples qui se battaient pour l'indépendance de leur pays. La nation maudite par Nemo était donc rétrospectivement l'Angleterre. C'est sur l'injonction de Pierre-Jules Hetzel que les derniers mots du capitaine Nemo, comme tu l'as rappelé, furent à la fin de l'île mystérieuse « Dieu et patrie ». Pour sa part, en fidélité au combat libéral, Jules Verne aurait souhaité que son héros expirât en murmurant « Indépendance ». Alors, maintenant, la dernière... non, ça, on peut laisser tomber. Alors, le dernier volet de l'intersectionnalité, c'est pas le féminisme, ça, c'est pas dans les cordes de Jules Verne, enfin, je crois pas. Pardon, c'est pas dans les cordes de Jules Verne. En revanche, c'est l'approche anticapitaliste. Alors, je dis pas que c'est partout, mais dans tous les cas, c'est dans un roman qui est assez stupéfiant, qui s'appelle San Tzu Tzu. Alors, San Tzu Tzu a une histoire... San Tzu Tzu, c'est l'histoire, c'est vraiment la mise en évidence de l'hubris aveugle du lucre, du toujours plus de profit contre les évidences des équilibres environnementaux. Alors, l'histoire est celle-là, c'est que ce capitalisme vorace, il est incarné par le Gun Club qui, dans La Terre à la Lune, a financé l'entreprise. Ce Gun Club s'est fait son compte en banque en trafiquant, mais en vendant des armes pendant la guerre de sécession. Voilà. Et ce Gun Club comprend, petit à petit, alors je crois que voilà, c'est 1889, le San Tzu Tzu, comprend que le problème, ça va être le problème de l'énergie qui va être dominant. Le problème de l'énergie, c'est le charbon à cette époque-là. Et donc, le Gun Club pense que sous la calotte polaire, du pôle sud, du pôle nord, il y a un gisement qui attend les exploitants, un gisement de charbon considérable qu'il faut rendre à ciel ouvert. Et donc, ils inventent une espèce de canon absolument terrifiant pour pulvériser cette calotte, la faire fondre et faire en sorte d'exploiter facilement le charbon. Le problème, c'est que en construisant ce canon géant qui ferait disparaître la glace, affleurer le charbon, ça risquerait d'entraîner le basculement de la Terre sur son axe. S'ensuit un débat, une confrontation, etc. Je vous la fais rapide, mais c'est quand même, Jules Verne, c'est intéressant quand même, parce que Jules Verne, là, balaye tous les risques attenant à cette espèce de fuite en avant technologique. Marée gigantesque, cyclone, tempête, modification de la structure des continents, engloutissement de nombreux territoires, etc., etc. Là encore, je trouve qu'il y a une certaine vision de Jules Verne qui nous parle, qui nous répond. Face à une crise de l'énergie, nos sociétés industrielles sont prêtes en fait, à prendre tous les risques, souvent, pour remédier, sauf celui du choix de la frugalité. Dans Les Indes noires, il y a d'ailleurs une allusion qui est assez fascinante de Jules Verne à la crise des ressources carbonées. Il dit « la nature ». Il faut le faire, à cette époque-là, il faut le faire, parce que le charbon, ça dégueule de partout. La nature, si prodigue d'ordinaire, n'a pas enfoui assez de forêts pour une consommation
qui comprendrait quelques milliers d'années. Là où il manquera un jour, cela est certain. Bon, que la technique supposée tout résoudre, la techno, ce qu'on appelle aujourd'hui le technosolutionnisme, le géo-ingénierie, etc., eh bien, cette technique, on voit que Jules Verne perçoit d'une certaine manière qu'elle est aussi à risque et que ça peut être une illusion. Bon, j'en finis avec mon intersectionnalité et les comparaisons, et je reviens à 20 milieux sous les mers, sous l'aspect, disons, plus classique, qui est quand même une vision de l'équilibre des grands paramètres environnementaux, qui est formidablement bien mis en avant. Attendez, je vois. Alors, ça c'est le notice. Voilà, bon, c'est formidable. Mais ça dit quelque chose, je ne vais pas faire la même exégèse, mais ça dit quelque chose. Hein. C'est une mer qui est c'est même pas qu'elle est prolifique en poissons, c'est que les poissons sont partout. C'est comme le charbon, pratiquement. Hein. Voilà. Et la mer, je cite Jules Verne, nourrice prodigieuse et inépuisable, qui fournit à Nemo tous ses besoins. Elle l'habille, elle le nourrit, les huîtres, les mollusques, les poissons, les légumes de mer, les algues, tels que alors là, je vous dis, il y a les mots latins, je ne retiens pas, un Porphyria saliniata, mais c'est les salades qui n'arrivent pas à manger Ned, qui quand même a un petit réflexe quand même. Bon. Et ça va même au-delà de la prédation, hein, puisque, regardez, oh merde, voilà, ça va même au-delà de la prédation, parce que vous voyez que là, en fait, on a une moisson, c'est-à-dire une culture des fonds marins. Donc ça va plus loin que simplement l'exploitation, etc. Une consommation durable. Nemo qui dit « Je me refuse à chasser uniquement pour détruire, à tuer pour tuer ». Il se veut conservateur de l'équilibre naturel, refuse par exemple de tuer les baleines, on a fait parler des lamentins, et là, il faut quand même, le fameux professeur Aronnax que j'ai un peu chargé, là, reconnaît, il dit oui, c'est vrai quand même, parce que les lamentins, ils ont une fonction très importante, c'est que dans les estuaires, ils entretiennent le tapis végétal, et en entretenant le tapis végétal, ils font en sorte que les estuaires ne se bougent pas, alors qu'ils se bougent si on tue les lamentins. Donc là, on a quand même vraiment une réflexion, quoi. Je ne sais pas où il a été tiré tout ça, mais il y a une vraie réflexion. Alors, Aronnax se montre d'accord avec Nemo, concluant que l'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. Ce qu'il faut savoir, et ça a été aussi évoqué, donc je vais juste en rajouter une petite couche, c'est que cette sensibilité à la finitude des ressources n'est pas l'apanage de Jules Verne au XIXe siècle. Alors, on a évoqué, il était juste avant, c'est assez marrant d'ailleurs, Henkel, il est là. Ah non, il est là avec son... C'est le fondateur de l'écologie. Il est fondateur de l'écologie, c'est 1866. Hein, enfin, fondateur de l'écologie. On lui attribue la fondation, mais enfin quand même. Son domaine de recherche, c'est la totalité de la science des relations de l'organisme avec l'environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d'existence. On y est quand même pas mal. Mais il faut... Ah pardon. Et il faut rajouter à ça que ce n'est pas simplement un mouvement de 3 professeurs Olibrius. Il y a aussi un mouvement, on a parlé des aquariums, mais c'est aussi la naissance, la fondation aux États-Unis du parc national de Yellowstone en 1872. C'est le Congrès qui le décide. Donc, le premier accord sur la protection des phoques dans la mer de Bering, signé en 1883. Et il y en a un autre qui est assez marrant, c'est une convention internationale de 1895 de protection internationale des oiseaux, 3 petits points, bénéfique à l'agriculture. On estime, il faut savoir qu'on estime à ce moment-là qu'environ 1000 baleines, enfin en 1900, 1000 baleines par an étaient tuées en 1900, pour faire de l'huile. 15 000 à 20 000 à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc véritablement. Et c'est là où on a un autre personnage quand même d'ampleur, que l'on peut ranger dans les gens qui ont quand même eu l'oreille, et vous allez voir, la phrase va vous dire quelque chose, c'est la phrase de Hugo, dans ses carnets de 1870. C'est une triste chose, dit-il, de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. C'est marrant parce que ça, vous voyez, ça renvoie très exactement à la fameuse formule qui aurait été soufflée par Hulot et Jean-Paul Delage, qui est un scientifique, au sommet de la Terre en 2002, comme ça, à Chirac, qui était La Maison brûle. Et ben, vous voyez, non, c'est Hugo. Donc le 19e est quand même très prolixe. La sensibilité, elle est là. Je ne dis pas qu'elle est dominante ni rien, mais je dis qu'elle est là. Voilà.
autre personnage très important, alors ça c'est très intéressant pour les historiens, c'est Michelet. Michelet, parce que l'histoire c'est la suivante, c'est que Michelet, Michelet qui est un personnage très... c'est un énorme historien, mais c'est un historien, si vous voulez, une mystique du peuple qui est, par moments, on peut s'interroger quand même, si vous voulez, sur la scientificité de ses propos, mais c'est un personnage qui a une plume extraordinaire. Michelet est extrêmement déçu par ce qui se passe en 1851 avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. D'une certaine manière, il est désespéré. Et d'une certaine manière, il est désespéré du peuple. Et, alors je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'est assez bien soutenu. Il fait un transfert sur la nature, et notamment sur la mer, sur cette force mystique qui fait l'histoire, et qui est la mer. Alors, si vous voulez, voilà, écoutez ça, mais en plus, on s'en fiche, c'est pas exactement ça, mais les mots sont magnifiques, quoi. Il regarde les bancs de poissons, les harengs, comme une matière première infinie, la grande femelle du globe, dont l'infatigable désir, la conception permanente, ne finit jamais. Il va même plus loin. C'est la morue qui menace la mer. Et les pays européens doivent la sauver de la pêche. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut un contrôle, si vous voulez, de l'invasion et de la prolifération par les poissons, dans un premier temps. Et en même temps, ils voient bien que ça va trop loin. Pour tous, amphibies et poissons, là, cette phrase magnifique qui tire, en fait, de son... il a quand même beaucoup travaillé sur les archives médiévales, etc. Il faut une saison de repos pour la régénération de ces espèces. Il faut, dit-il, c'est beau quand même, il faut une trêve de Dieu pour que les espèces se renouvellent. La manière de les multiplier, c'est de les épargner au moment où ils se reproduisent, à l'heure où la nature accomplit en eux son œuvre de maternité. Alors, et j'ajoute, parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'il est quand même dans cette tradition de découverte, encore une fois, c'est une découverte des équilibres nécessaires des écosystèmes. Il dénonce la manière dont les hommes ont mis la main sur la mer, de manière aveugle, brutale, violente. Il s'insurge contre le progrès dans l'extermination, déplorant le passage du harpon à la drague, c'est-à-dire... filet destructeur qui traîne immense et lourd et moissonne jusqu'à l'espérance, balayant le fond de l'océan. Quand même pas mal. Voilà. Et il ajoute, pour les espèces précieuses qui sont près de disparaître, surtout pour la baleine, l'animal le plus grand, la vie la plus riche de toute la création, il faut la paix absolue. Il recommence sur la paix pour un demi-siècle. Voilà, c'est la trêve de Dieu, c'est un demi-siècle. Alors, voilà, c'est singulier. C'est pour ça que Jules Verne, je trouve, de son propos, encore une fois, moi je pars d'un malaise, et puis j'avance, singulier Jules Verne qui a vu comme quelques-uns de ses contemporains les plus écurieux les menaces écologiques, mais qui est sans doute le seul à avoir compris la radicalisation et les problèmes que ça pouvait engendrer. Pourquoi par légitime défense, naturellement, par conviction, certainement, et bientôt par doctrine. Et pourtant, au plan politique et culturel, Jules Verne, et c'est ça qui est assez fascinant, n'a rien d'un révolutionnaire. C'est pas du tout... C'est pas Hetzel, qui est un républicain pur sucre, etc. Rien d'un révolutionnaire, rien d'un progressiste, ça serait plutôt tout le contraire. L'historien Claude Aziza, qui est toujours rigolo, dans l'histoire, il avait fait un papier, on disait... il est anti-Dreyfusard et assez antisémite. Anticommunard par conviction, antisémite par inattention, antiféministe par conformiste, antipasséiste par option, peut-être qu'il pousse un peu, mais bon. Respectueux envers la religion, soucieux de respectabilité provinciale, notable en quête de notabilité, petit bourgeois avide d'ascension sociale, friand de boudin blanc et de l'art nantais, décoré et sensible au décorum, bref, un monsieur respectable et respecté de la seconde moitié du XIXe siècle. Bon, c'est pas sûr que Sandrine Rousseau ou Martine Tondelier se retrouvent dans cette généalogie pépère. Et pourtant, Nemo est sans aucun doute l'un des premiers inspirateurs de cette église écologique militante, à travers Nemo, oui. C'est un peu un Saint Paul, quoi, je veux dire, c'est-à-dire carré, sur ses appuis, ne doutant pas, évangélisant. Jules Verne anticipe de beaucoup les concours de cette radicalité, à la mesure, aujourd'hui, c'est ça où ça répond fort, du désarroi qui est généré en ce moment.
Alors voilà, moi, c'était ça un peu mon idée. C'était, il faut relire 20 milieux sous les mers. Et en fait, le film décline cette idée, plus comme le livre, mais plus encore que le livre. Il faut relire 20 milieux sous les mers et regarder de près ce dialogue impossible entre le capitaine Nemo, qui fonce droit dans le mur, avec des convictions qui sont absolument indiscutables, enfin, je dirais, parfaitement respectables, mais antipathique, et qui sait la nature du désastre environnemental. Et Ned, le harponneur, qui lui est sympathique, jovial, harponneur de baleines. Et Nemo a raison de lui dire qu'il faut désormais protéger les cachalots. Parce qu'il y a une discussion entre eux qui est assez forte. Hein. Ned n'a pas tort de lui opposer que ça serait, c'est sûr, ce serait peut-être pas mal, mais enfin, ça serait le mettre, lui, toute sa famille et le peuple des marins, et donc 50% des 3/4 des ports de l'Ouest américain, sur la paille. Alors, mais on retrouve finalement un débat qui est le nôtre. Hein, c'est comment réussir à faire en sorte que Nemo et Ned se parlent, s'écoutent. Alors, il ne fait plus vraiment de doute quand on regarde le rapport Pisani-Ferry, hein, qui est remis au président de la République, que notre survie implique un gigantesque effort fiscal pour se sortir de la nasse, quoi. Voilà. Alors, voilà. Comment accepter ça? Comment ne pas préférer le déni, finalement? Et comment ne pas demander 5 minutes de plus à monsieur le bourreau.